Tu nous permets d'enchaîner parce que Louis, je crois, tu prends le même avion. Alors, c'est Louis Marcelin. Voilà. Tu te présentes, Louis, Louis Marcelin. oui. Alors, je remercie en plus Louis d'avoir la gentillesse de venir. Louis est vraiment à la frontière entre la gynéco et l'obstétrique parce qu'il travaille sur une pathologie qui est l'endométriose, qui est une pathologie passionnante que je ne connais pas bien, je le reconnais avec beaucoup d'humilité. Et Louis a eu le flair, si je puis dire, autant de s'intéresser tôt, ça fait 13 années qu'il s'intéresse à cette pathologie. Alors, pas beaucoup de monde, en dehors d'Arnaud Fauconnier, s'y intéressait non plus. Il est là, il s'en va. Oui, et Louis a travaillé sur le versant, du coup, obstétrical, sur les conséquences obstétricales de l'endométriose. C'est une question qu'on s'est posée très tardivement, alors qu'on commençait à comprendre un peu l'endométriose en dehors de la grossesse. On se posait la question de savoir quelles sont les conséquences de l'endométriose sur la grossesse. Et c'est l'originalité des travaux de Louis. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment pour votre accueil. Je suis très honoré de participer à cette session aujourd'hui dans cette académie. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui est à la jonction entre l'obstétrique et la chirurgie gynécologique, qui va en fait avec ma double formation, parce que j'étais chef en obstétrique, et je remercie le professeur Cabrol, puis François Goffinet, qui m'ont encouragé dans ce travail, et puis maintenant le professeur Charles Chaperon en chirurgie, qui aussi m'a soutenu dans cette approche un peu à la frontière des deux disciplines, et de pouvoir travailler au sein de Port-Royal dans les deux services a permis d'avancer sur cette thématique, et c'est un peu les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, l'endométriose, c'est une maladie dont on entend beaucoup parler maintenant et qui touche 10% des femmes et qui, lorsqu'elle est symptomatique, va être responsable de douleurs ou d'infertilité. Mais c'est une pathologie qui va accompagner les femmes dans toute leur vie endométriosique, depuis la naissance jusqu'à la ménopause. Et il faut bien comprendre que c'est une pathologie de l'endomètre. Cet endomètre qui va être à l'interface fœto-maternelle et qui va être le substrat de l'implantation de la grossesse. Et donc, les questions obstétricales se sont posées dans la prise en compte de cette pathologie gynécologique. Et lorsqu'on s'intéresse cette question de l'endométriose et de la grossesse, il faut pouvoir répondre à deux types de questions. D'une part, comment l'endométriose va impacter négativement la grossesse, et puis d'autre part, comment la grossesse va influencer cette maladie hormonodépendante qui va évoluer avec l'influence hormonale de la grossesse. Et c'est tout l'enjeu de cette présentation, c'est de vous présenter vraiment en deux parties ces deux problématiques. Il faut bien comprendre que les grands syndromes obstétricaux que sont la prééclampsie, le retard de croissance ou l'accouchement prématuré, c'est un problème d'interface fœto-maternelle. Donc un problème de placentation et de dialogue entre les cellules déciduales maternelles et les cellules trophoblastiques fœtales qui vont cohabiter pendant quelques mois. Et c'est grâce au phénomène de décidualisation de l'endomètre au moment de l'ovulation, grâce à la production de progestérone par le corps jaune, que cet endomètre va se décidualiser et va être la barrière qui va contrôler l'invasion trophoblastique et les cellules du cytotrophoblast qui vont aller envahir cette couche déciduale pour créer les annexes fétales, les membranes et le placenta qui vont veiller au bien-être de la grossesse. Et donc, si on pense que dans l'endométriose, il y a une anomalie de cette décidualisation, qui est cette transformation tissulaire de l'endomètre, eh bien, dans l'endométriose, on peut se dire que cette placentation et cette décidualisation va être pathologique. Alors, la grossesse, c'est pas simplement une greffe comme un organe qui se greffe dans l'utérus de façon transitoire, mais c'est vraiment un processus actif de tolérance qui avait été montré par Peter Medawar, qui est un prix Nobel de médecine dans les années 50 et qui avait bien montré que cette grossesse était un phénomène de tolérance immunitaire acquise et que dans l'endométriose, nous, l'hypothèse qu'on se faisait, c'était de dire que cet endomètre pathologique pouvait être responsable de problèmes de la grossesse. Parce que l'endométriose, c'est pas qu'un problème de lésion en dehors de l'utérus, c'est un problème d'endomètre et vous pouvez être le meilleur chirurgien du monde, enlever toutes les lésions de l'endométriose, vous n'allez pas traiter la cause intrinsèque qui est cet endomètre malade. Et donc, si l'endomètre dans l'endométriose ectopique est altéré, eh bien, vous pouvez provoquer une décidualisation aberrante et donc des complications obstétricales. C'est ce qui avait été vu ici dans un modèle de souris où ils avaient regardé des souris âgées, des souris jeunes. Ils avaient bien montré que le profil d'expression génique des unités utéroplacentaires était différentiellement exprimé avec des marqueurs d'activation comme ici le KI67, un marqueur d'activation cellulaire qui était perturbé dans les souris plus âgées que les souris jeunes. Et ben pour l'endométriose, on pense que c'est pareil. Et il y a des données qui ont montré que ici, la prolactine ou là, l'IGF-BP1 sont deux molécules associées à la décidualisation qui sont
moins exprimée en cas d'endométriose par rapport aux femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et donc, si on revient à l'idée que c'est un travail qu'on a fait sur les membranes fétales de l'interface fœto-maternelle dans le contrôle de la durée de la grossesse, qu'il y a un dialogue entre les trophoblastes fétaux et les leucocytes maternels, eh bien, en cas d'endométriose, cette immunotolérance qui est acquise pendant la grossesse va être perturbée et provoquer des complications. Ici, c'est juste un travail qui a montré que avant la mise en route du travail, la bombe inflammatoire qui va déclencher les contractions est précédée de modifications de la tolérance immunitaire à l'interface fœto-maternelle. Et donc, dans ces travaux sur la parturition, on s'est intéressé aux situations gynécologiques bénignes pathologiques qui étaient l'endométriose. Et on a observé dans les membranes fétales qu'on retrouvait des implants d'endométriose, au même titre qu'on en retrouve dans le péritoine pelvien, et bien dans le tissu gestationnel membranaire fœtal qui est du tissu allogénique, et bien on retrouvait ces implants de tissu glandulaire endométrial dans ces membranes fétales. Donc, on a regardé à l'échelle moléculaire par des analyses de microarrays ou même de méthylome, et on s'est rendu compte que ces membranes fétales des femmes qui avaient de l'endométriose avaient un profil d'expression moléculaire qui était différent des femmes qui n'avaient pas d'endométriose, avec comme principaux voies d'activation les voies de la néoangiogénèse, de la neurogénèse et de l'auto-immunité, qui sont les mécanismes de l'endométriose impliqués dans la genèse des lésions de façon un peu hormono-indépendante, puisque là, on est en milieu saturé en progestérone de la grossesse, et donc malgré ça, dans ces membranes fétales, on retrouvait ces anomalies. Donc on s'est dit, on a expliqué les complications obstétricales de l'endométriose. Et c'est vrai que les données, comme le disait Patrick, sur les conséquences obstétricales de l'endométriose sont issues de séries rétrospectives des 10 dernières années, où à chaque fois, on retrouvait qu'il y avait plus de complications avec des odds ratios assez faibles, hein, qui sont de l'ordre entre 1 et 2, mais quand même plus d'accouchements prématurés, plus de prééclampsie, voire plus de retard de croissance ou de syndrome hémorragique à l'accouchement chez les femmes qui avaient l'endométriose. Ensuite, ben, ça corrobore nos données moléculaires, on était très contents, mais il y avait quand même un doute et il n'y avait surtout aucune étude prospective qui avait établi cela. Et donc, on a fait un travail prospectif de recueil d'informations où on a étudié l'issue obstétricale des femmes qui avaient l'endométriose par rapport aux femmes qui n'avaient pas d'endométriose dans un PHRC qui avait été financé en 2014 pour un travail publié en 2022. Donc là aussi, hein, c'est quelques années incompressibles des PHRC, c'est comme ça. Et là, il y avait 7 centres qui ont participé à l'étude. On a inclus 1400 femmes en début de grossesse et on les a séparées en 400 femmes qui avaient l'endométriose authentifiée sur des comptes rendus opératoires ou sur des données d'imagerie extrêmement précises et de qualité dans des centres de référence qui affirmaient l'idée qu'il y avait de l'endométriose chez ces patientes. Et on a pris 800 femmes contrôle en début de grossesse qui, a priori, n'avaient pas d'endométriose. Et pour être sûr qu'on ne passait pas à côté des femmes qui avaient l'endométriose non connue, on précisait que ces femmes ne devaient pas avoir des douleurs de règles très importantes, des douleurs pendant les rapports sexuels, voire une prise de contraception à l'adolescence pour des dysménorrhées primaires invalidantes, ce qui permettait d'éliminer les femmes qui avaient potentiellement l'endométriose méconnue. Eh bien, vous voyez que dans ce travail, on n'a pas retrouvé d'association significative entre l'accouchement prématuré, les retards de croissance, la prééclampsie, les placentas préviales, l'hémorragie chez les femmes qui avaient l'endométriose et celles qui n'avaient pas d'endométriose. Là aussi, c'est un résultat négatif, mais qui est très important parce qu'il permet de répondre à cette question où tout le monde pense que l'endométriose va avoir des conséquences négatives sur la grossesse. Eh bien, a priori, dans ce travail, qui est la seule étude disponible prospective, eh bien, on n'a pas retrouvé d'association significative entre les risques et les complications obstétricales. Et d'ailleurs, dans ce travail, il y avait énormément plus de femmes qui avaient recours à l'AMP. Et là aussi, cette prise en compte de l'assistance médicale à la procréation n'était pas associée à plus de complications obstétricales. Ce qui veut dire que quand même si vous avez des anomalies de l'interface fœto-maternelle moléculaire identifiée, la progestérone, progestarée, pro-grossesse, cette hormone de la grossesse, va permettre d'effacer toutes les petites modifications potentielles que peuvent induire l'endométriose et donc finalement éviter des grosses complications. Alors, il y a d'autres données qui étudie l'adénomiose, qui est cette endométriose interne de l'utérus, qui pourrait être, elle, le facteur confondant qui, elle, lui-même associé à plus de complications obstétricales. Ici, encore un travail rétrospectif. Et dans nos données de notre cohorte d'endobst, eh bien, on n'a pas retrouvé chez les femmes qui avaient l'adénomiose plus de complications obstétricales dans ces données prospectives. Donc là aussi, un message rassurant. Des données ici de grandes
séries internationales qui ont montré que, toujours dans l'idée que l'endométriose pouvait être associée à des problèmes de placentation, on retrouvait un surrisque de placenta accreta, d'anomalie d'insertion placentaire, qui était plus fréquent chez les femmes qui avaient l'endométriose et l'adénomiose par rapport à celles qui n'en avaient pas. C'est des données assez récentes, mais qui ont le mérite d'exister, qui ont montré potentiellement quand même qu'il y avait un lien entre ces anomalies de placentation et cette endométriose. Ensuite, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la grossesse et la progestérone va entraîner des modifications des lésions d'endométriose préexistantes à la grossesse. Et il faut savoir que ça avait été observé depuis longtemps. Ici, un article du JAMA où l'auteur prédisait que la grossesse était le traitement naturel de l'endométriose, puisque l'inondation de progestérone allait permettre le blocage ovarien et finalement la mise en repos de l'inflammation induite de ces lésions et donc une diminution des syndromes douloureux. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les symptômes de douleur avant et après grossesse, on se rend compte que la grossesse a permis une diminution dans les formes sévères des syndromes douloureux chez les femmes qui ont accouché. Donc, peut-être que la grossesse participe à l'amélioration ou à la transformation des lésions et à une diminution de l'inflammation et des douleurs. Et ça, c'est un travail qu'on avait fait dans le service. On avait regardé les lésions d'endométriose à l'IRM avant et après grossesse. Vous voyez que on a montré que ces lésions d'endométriose profonde ici digestives, où là, en bas, le petit rond blanc hyper intense en T2, là, c'est un endométriome, c'est du sang, eh bien, il avait diminué après la grossesse et ces lésions avaient tendance à diminuer après la grossesse. Là aussi, c'est un travail plus conséquent. On a montré que le volume des lésions après l'accouchement à l'IRM avait tendance à diminuer. Et ça, c'est lié au fait que l'imprégnation progestative de la grossesse va transformer, va décidualiser les cellules endométriales ectopiques. Et vous voyez ici des images d'échographie de kystes d'endométriome qui, normalement, en dehors de la grossesse, sont très ronds, très homogènes, finement échogènes, vraiment pas du tout suspects, prennent l'aspect ici d'endométriome décidualisé, qui a un aspect très épouvantable, laissant penser à des tumeurs malignes. Et ça, c'est lié à cette déciduose, à cette transformation des cellules déciduales sous l'effet de la progestérone qui vont se ballonniser, se transformer, donner ici un aspect de pseudocarcinose de la face postérieure de l'utérus qui n'est autre que la transformation déciduale de l'endométriose. Alors, les effets rares chirurgicaux qui peuvent être associés aux conséquences de la grossesse sur les lésions d'endométriose, c'est des choses qui arrivent très rarement, mais quand elles arrivent, et si on n'est pas attentif, on va passer à côté. C'est les événements de hémopéritoine spontanée, perforation digestive, rupture utérine spontanée, voire complications urologiques spontanées chez des femmes qui n'avaient pas a priori de facteurs laissant préjuger que ces événements allaient survenir pendant la grossesse. Ce d'autant que pendant la grossesse, les symptômes péritonéaux sont nettement diminués et donc peuvent être passés sous silence. En tout cas, on peut se retrouver avec des situations d'hémorragie active, d'hémopéritoine spontanée, sans qu'on comprenne d'où ça vient. Et c'est vrai que les premiers travaux, la 2004, de séries publiées d'hémopéritoine spontanée, ont retrouvé que dans 50% des cas, a posteriori, il s'agissait bien d'endométriose présente au traitement de ces hémopéritoines pendant la grossesse. Que lorsqu'on regarde la distribution des sites anatomiques qui étaient associés à ces hémopéritoines spontanées, on retrouve la distribution anatomique habituelle des lésions d'endométriose pelvienne profonde dans le péritoine, dans la cavité pelvienne des femmes. Et donc, ça corroborait l'idée que ces hémopéritoines d'origine inexpliquée pouvaient être provenir de ces transformations déciduales. Alors, quand ça arrive, c'est la catastrophe. Dans la moitié des cas, c'est au 3e trimestre. Ça se termine en laparotomie avec des mortalités périnatales qui sont importantes et vous voyez qui sont plus marquées chez les femmes que l'endométriose parce que, effectivement, c'est des événements hémorragiques très importants. Et vous voyez que le choc hémorragique va survenir dans la moitié des cas dans cette série lyonnaise de François Golfier avec des pertes sanguines qui évoluent en moyenne de 2 litres de sang entre 650 ml et 7 litres en cas d'hémorragie gravissime dans ces événements d'hémopéritoine spontanée au cours de la grossesse. Alors là, il y a des gens qui disent, mais oui, mais on peut aussi se dire, si ça saigne, ça va s'arrêter de saigner, il n'y a qu'à attendre, on est patient et peut-être que le saignement ici va se résorber. Vous voyez ici une IRM avec le fœtus en place, le liquide amniotique, le cerveau, et vous voyez qu'il y a un épanchement intra-abdominal important. Ça paraît vraiment idiot en fait de se dire que on va laisser faire la nature parce que ce qui saigne ne va pas s'arrêter de saigner et il y a quand même des auteurs qui ont commenté cet article en disant que
lorsqu'on avait une suspicion d'hémopéritoine inexpliquée, il fallait aller explorer, même pendant la grossesse, pour s'assurer de l'origine du saignement et éventuellement le contrôler. Alors, vous voyez, lorsque on fait des laparotomies et qu'on ouvre le ventre des femmes qui ont l'endométriose, on voit ces nodules d'endométriose, de cul-de-sac de Douglas complètement comblés, avec des lésions charnues, très hémorragiques, très compliquées à faire l'hémostase, parce que l'utérus est extrêmement vascularisé. Là, il y a le fœtus en place, hein, donc c'est compliqué de faire l'hémostase. On utilise souvent des tissus hémostatiques, tout ce qui peut essayer d'améliorer l'hémostase quand on y arrive. Et ici, des situations où il y a eu des embolisations qui ont été faites en cours de grossesse, et c'est possible. Vous voyez ici une femme de 30 ans qui avait un hémopéritoine avec une anémie sévère à 24 semaines, un rythme cardiaque fœtal normal, et qui a eu ici une embolisation de l'artère utérine, en tout cas iliaque interne, et qui a permis de juguler ce saignement. Vous voyez ici un origine du saignement qui a été embolisé avec la pose de coil. Et finalement, la femme, ici, dans ce cas, a accouché à 41 semaines d'un fœtus bien portant avec un placenta tout à fait normal, sans signe d'infarctus. On a eu cette situation, nous, à Port-Royal, avec une femme qui avait elle-même été opérée d'endométriose sévère avant la grossesse et qui a développé un anévrisme de l'artère utérine. Vous voyez ici en latéraux utérin à droite sur cette image où on voit au Doppler le flash, on le voit ici à l'artériographie. Et c'était un anévrisme qui était préfissuraire parce qu'il y avait un petit hématome autour. C'est pour ça que la femme avait consulté parce qu'elle était douloureuse. Et on avait pris le parti de coaguler, en fait, d'emboliser cet anévrisme pour le traiter. Et ça a permis d'éviter l'interruption de la grossesse. Les perforations digestives, rarissimes, mais quand ça arrive, pareil, il ne faut pas les sous-estimer. Donc, effectivement, quand on monte des tableaux avec plein de cas reportés, on se dit, oula, mais c'est très fréquent. Ça, c'est des cas qui sont reportés dans la littérature depuis les 20 dernières années, je pense. Donc, voilà. Puis ici, encore un cas de rupture de l'urtère, où un hémopéritoine s'est développé chez une femme à 31 semaines, où la lésion s'est transformée, a fait exploser l'urtère et entraîné l'uropéritoine. Ici, vous avez des cas de rupture utérine spontanée chez des femmes qui n'ont pas d'antécédents chirurgicaux. Probablement que l'adénomiose participe à une fragilisation du myomètre et participe à ces fragilités utérines, mais c'est extrêmement rare. Là aussi, ça se termine en hémorragie gravissime avec des hystérectomies dans la suite. Alors, dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la chirurgie d'endométriose avant la grossesse a un impact obstétrical? Là aussi, on avait regardé dans Endops et on s'est rendu compte que lorsqu'on comparait les femmes qui avaient été opérées versus celles qui avaient les lésions en place, on ne retrouvait pas de surrisque obstétrical, mais que quand même, il y avait des situations de rupture ou de perforation postérieure, ici avec des cas de masse rectale décidualisée, perforée, qui avaient entraîné des ruptures utérines. Ici en arrière, on voit sur le scanner la rupture postérieure de l'utérus. Ça, c'est des situations qui sont aussi souvent fréquentes lorsque dans cette chirurgie colorectale, il y a des résections partielles du vagin, notamment lorsqu'il y a des atteintes du torus et du vagin en arrière. Enfin, le risque lié à l'antécédent chirurgical d'endométriose, c'est surtout chez les femmes qui ont été opérées au moment de la césarienne. Ça provoque des adhérences postérieures très importantes. Et lorsque vous faites la césarienne, vous pouvez être amené à faire une toilette péritonale un peu sauvage en arrière de l'utérus et provoquer un arrachement des adhérences postérieures qui peuvent alors être dramatiques. Donc pour conclure, l'endométriose et la grossesse, c'est vraiment deux questions un peu distinctes. La première, c'est que finalement, l'endométriose sur la grossesse a un impact très modéré, voire quasi nul, et qu'il faut, à mon avis, ne pas modifier la stratégie de prise en charge des femmes et le suivi des grossesses des femmes qui ont l'endométriose. Et puis quand même, garder à l'esprit qu'il y a des complications rarissimes et que quand elles arrivent, il faut y penser parce qu'il faut pouvoir les traiter correctement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Oui. Vous avez des questions? C'est une super, c'est une super présentation et bon, chirurgicale au sens, voilà, c'est le vécu hein, qu'on peut avoir. Ça rapporte véritablement enfin, tu rapportes véritablement l'expérience. On voit un peu cette situation. On reste peut-être, mais c'était pas du tout le sujet, un peu sur notre fin, sur le marqueur CA125, sur toutes les anomalies, je veux dire cellulaires, etc., que tu as commencé, mais tu peux pas nous exposer là, mais qui sont celles qui vraisemblablement expliquent un peu l'ensemble, enfin, essayent d'expliquer l'ensemble de ces mécanismes qui sont absolument incroyables. Ouais. Non, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est de comprendre pourquoi les femmes accouchent
et pourquoi elles accouchent trop tôt, et tous les mécanismes de la parturition, et comment les pathologies gynécologiques bénignes peuvent perturber cet équilibre subtil de la grossesse qui, normalement, doit durer 9 mois et qui, dans certaines situations, va se compliquer ou d'un accouchement prématuré ou d'un retard de croissance ou de quelque chose. Et ça, c'est lié à cette perturbation de cette interface fœto-maternelle qui est un dialogue cellulaire et moléculaire extrêmement subtil dont les mystères ne sont pas encore percés. Oui, on a une question en ligne de notre secrétaire général adjoint, Antoine Oui, Vatrelot, qui est gynécologue obstétricien. Donc, c'est son. oui, Antoine, à toi. oui, merci, merci, Albert Claude. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on a le phénotype de ces lésions digestives, c'est rare, c'est vrai, qui perforent? Est-ce que ce sont plutôt les lésions sigmoïdiennes ou rectales? En d'autres termes, est-ce que c'est pas un plaidoyer pour finalement opérer préventivement les lésions, en particulier sigmoïdiennes, étendues? Oui, alors c'est assez hétérogène en fait dans les cas qui sont rapportés. Ce qui est souvent fréquemment observé, c'est des espèces d'appendicites pendant la grossesse qui sont en fait des douleurs iléosécales, notamment du bas-fond sécal et des atteintes ici qui sont quand même souvent opérées. Mais non, non, on ne peut pas préjuger de la complication digestive en fonction de la localisation de l'endométriose digestive, malheureusement. Donc non, non, c'est pas. Et c'est vraiment pas un plaidoyer pour les opérer parce que, la chirurgie est quand même très complexe. On parle de femmes jeunes et ça n'a pas montré que ça diminuait le risque de complications obstétricales. D'accord, merci. Moi, j'avais une question. Quels sont les conseils à donner à une femme dont on a le diagnostic d'endométriose euh, avec le critère d'endométriose sévère dont on a parlé tout à l'heure en conférence de presse par rapport à son souhait de mener à bien une grossesse? Ouais, ouais. Quel est le conseil, hein, Alors, il y a pas c'est le conseil, c'est ou la surveillance à ouais, ouais. prescrire, Alors, etc. je maintiens ça, hein, il n'y a pas de conseil particulier à donner aux femmes qui ont l'endométriose. Il faut les rassurer, leur dire que leur grossesse va bien se passer, qu'elles pourront accoucher par les voies naturelles, même si elles ont été opérées, parce que on s'est longtemps posé la question de savoir si le fait d'avoir une chirurgie colorectale, eh bien, était un événement qui devait faire contre-indiquer la tentative de voie basse en prévision de désastres périnéaux notamment. Et en fait, on s'est rendu compte que, hormis dans des anastomoses colo-succianales ou vraiment très basses, eh bien, la chirurgie colorectale de l'endométriose n'était pas une contre-indication à l'accouchement voie basse. Et donc, c'est pas tellement les patients qu'il faut conseiller, c'est les médecins et les obstétriciens et leur expliquer que c'est des événements qui peuvent arriver et ils doivent être attentifs au fait que les complications chirurgicales rares peuvent survenir et expliquent le tableau. Il y a une histoire récente encore d'une patiente qui est restée 2-3 jours en surveillance avec un néopéritoine massif, ne sachant pas comment gérer la situation. Et au final, elle a eu la laparotomie ou une célioscopie, puis une laparotomie comme prévu, pour aller traiter la cause et l'origine du saignement. Donc, ce qu'il faut, c'est expliquer à tous les gens qui s'occupent de femmes enceintes qu'il y a des événements rares qui peuvent arriver. C'est des complications chirurgicales, il faut savoir les prendre en charge. Et c'est vrai que parfois, ça relève de prise en charge chirurgicale complexe, multidisciplinaire. Et voilà. En revanche, sur les complications obstétricales de la grossesse, là, le message est parfaitement rassurant. Plus de questions? Sinon, bravo et merci.